Chapitre 4. Les survivants d'Atlantide. Quelques heures plus tard, la pluie cesse de tomber. Le torrent infernal se calme peu à peu et laisse réapparaître le fond de la rivière. Starker n'a pas bougé depuis que l'orage a emporté ses amis. C'est trop bête, se dit-il, de périr stupidement noyé. La vie, la mort d'un monde suspendu au caprice d'un orage, non, c'est trop stupide. La vie n'a pas de sens. Que venions-nous faire ici? Rechercher qui? Quoi? Cette graine d'étoile? Que vaux-tu pour qu'on vive ou meure pour toi? C'est moi qui aurais dû périr. Je les ai égarés dans cette jungle. C'est de ma faute, oui, c'est de ma faute. Et il se met à pleurer. Ne pleure plus, mon brave, ne pleure plus, lui dit une petite voix au-dessus de lui. Il sent deux mains se poser sur ses épaules, puis des bras lui enserrer le corps et une tête venir à la rencontre de la sienne. Tes amis sont sains et saufs, ils sont à l'abri, ils t'attendent. Suis-moi, je vais t'emmener auprès d'eux. Starker lève les yeux. Qui es-tu? Je me nomme Cléonis. Je suis une nièce de Gaélide. Nous vivons sur la montagne un peu plus haut. Tes amis ont eu beaucoup de chance de survivre à la vague, l'onde de boue et d'eau de l'orage. Mais Jacques, l'homme est très fort et courageux. Il a réussi à lutter contre le courant et n'a jamais abandonné Aqualus, la femme. Il a réussi à la sortir de la vague alors qu'elle était inanimée. Il s'est accroché à la berge. C'est là que nous les avons trouvés. Une chance pour eux que nous revenions de la pêche. Ils vont bien? Ils ne sont pas blessés? Jacques va très bien. Il est un peu choqué, mais il reprend des forces. Et Aqualus? Elle dort toujours. Elle ne s'est pas réveillée. Allez, viens avec moi. Montons sur mon araignée. N'aie pas peur d'elle, elle n'est pas méchante. Peu confiant, Starker enfourche l'araignée et se tient à la taille de Cléonis. À la vitesse du galop, il se retrouve devant une grande ferme. « Où est Aqualus ?» demande Starker. « Suis-moi, elle est dans ma chambre. » Aqualus est allongée sur un lit. « Elle se reconstitue, a dit l'homme tout à l'heure. Elle a un traumatisme crânien, ses cellules sont en train de se régénérer. Tous les dommages auront bientôt disparu. »« Oui, c'est vrai, dit Starker. Tous les Lunis venaient ainsi lorsque nous possédions tous nos moyens. Je crois qu'elle se réveillera d'ici peu. » En effet, quelques instants après, Aqualus reprend connaissance, à la grande joie de ses compagnons. Alors Gaélide entre dans la chambre. C'est un homme aux cheveux blancs, de grande taille, au visage et aux mains entièrement ridés. Il paraît très vieux, si vieux qu'il semble surprenant qu'il soit l'oncle de la jeune et ravissante Cléonis. « Comment va notre jeune femme ? Demande-t-il. « J'ai un énorme mal de tête. Vous pouvez, car vous avez une énorme bosse sur le front. Prenez ce verre et buvez cette infusion. Elle fera disparaître votre mal. » Aqualus avale le breuvage en faisant une grimace. « C'est amer. Que m'avez-vous donné ? Juste des plantes de képhrène. » Aqualus pense à sa mission. « Noble vieillard, nous sommes, Starker et moi, des Lunis, mais Jacques est un terrien. Nous n'avons aucune mauvaise intention envers Képhrène. Nous ne savons pas qui nous venons voir et que nous venons chercher sur cette planète. Mais mon peuple nous envoie pour chercher une solution à nos maux. Lorsque vous nous avez trouvés, nous étions à la recherche d'une montagne dont Jacques avait rêvé. Pourriez-vous nous aider à la trouver? Pourquoi recherchez-vous une montagne? Que va-t-elle vous apporter? Peut-être nous donnera-t-elle des réponses à notre quête. Quelle est votre quête? Nous recherchons la graine d'étoile. Mes amis, votre recherche sera longue, mais nous pouvons vous aider. Nous vous attendions depuis très longtemps. Préparez-vous, nous allons vous emmener à l'intérieur de cette montagne. Aqualus s'habille. Cléonis, vêtue d'une tunique rose, dont les longs cheveux bruns lui tombent sur les reins, rejoint Aqualus et la prend par la main. « Suis-moi, ainsi que tes compagnons. » Derrière la ferme, une colline verdoyante et sauvage prend racine. L'entrée d'une caverne y est indiquée. Une fois l'entrée passée, la cavité devient plus spacieuse. Par endroits, des pierres sont phosphorescentes et lui donnent sa clarté. Sur une pierre lisse, on peut lire ces inscriptions gravées. « Que celui qui pénètre dans ce lieu lave son esprit et son cœur. Purifié dans son corps, il en sortira et trouvera un jour le chemin du retour. »
Cléonis les fait parvenir jusqu'à l'entrée de la vaste salle et dit à voix basse: « C'est la pyramide, c'est le nom de ce lieu. Allez vous asseoir auprès de mon oncle. » Tandis qu'ils se dirigent vers Gaélide, nos amis regardent de tous côtés pour découvrir cette construction exceptionnelle. C'est une pyramide creusée dans la montagne. La pierre qui la constitue est un granit blanc phosphorescent. Le sol est de la même matière et ses mensurations, pas moins de 150 mètres de haut, font penser à Jacques que l'on pourrait y faire tenir Képhrène, la deuxième pyramide de Gizeh. Mais ce qui est surprenant est le fait que tout cet ouvrage soit pratiquement vide, en dehors d'un bloc ovoïde ressemblant à de l'inox poli. Gaélide est maintenant accroupi au centre, à côté de cette étrange capsule. Aqualus et Jacques et Starker le rejoignent, Cléonis la dernière. Le vieil homme les regarde tour à tour, comme s'il lisait en eux. « Vous êtes au cœur de cette pyramide, construite par mes semblables, les Atlantes psychés, qui avaient la nostalgie de la terre. » Tous sont surpris de cette première révélation, et Jacques ne peut s'empêcher de lui demander: « Vous êtes donc à l'origine terrien? Écoutez-moi, je vais vous conter notre triste aventure. » Cela commença sur Terre un hiver il y a 6423 ans. La planète entière s'appelait alors Atlantide. Nos peuples vivaient dans un confort inégalé, et nous avions bientôt tout pouvoir sur la matière. Il ne nous manquait qu'une chose, le secret de la vie éternelle. Mais nos scientifiques faisaient tant de découvertes que cela deviendrait réalité, tôt ou tard. Mais il y avait parmi nous des sages qui prédisaient que si nous continuions à courir après l'éternité de telle sorte, notre monde disparaîtrait. Notre empereur Belzius ne prenait guère au sérieux ces sages, mais faisait une confiance inébranlable à son astrologue. Et, ce soir d'hiver, son homme de confiance apparut, bien désappointé, lui disant: « Maître, l'astrologue n'a pas de bonnes nouvelles. Il m'a demandé s'il pouvait vous rejoindre sur le champ. »« S'il le souhaite, qu'il vienne, » répondit Belzius. Dans l'instant, dans un nuage de feu, celui-ci apparut devant lui et tous ses invités. « Qu'as-tu à me dire, Astronis ?» Belzius ne prit garde au fait qu'autant de témoins l'écoutaient. Je prenais mon universcope pour voir les signes dans la constellation du Dragon lorsque m'est apparu tout d'abord un feu étrange que je n'avais jamais observé. Ses rayons se dirigent droit sur celle du serpent. Je prêtais alors mon attention sur cette dernière et vis un feu identique en surgir. Mais alors, où veux-tu en venir? Que ces feux vont croiser d'ici peu la porte de Monadis. D'après les sages, si celle-ci était éveillée, elle enflammerait l'univers et vouerait à la dématérialisation la Terre. Nous perdrions tous nos pouvoirs et notre technologie ne nous serait plus d'aucun secours. Tu crois en ces balivernes? J'ai fait un rapide calcul. La Terre pourrait être frappée dans 122 jours et 11 heures, la veille de l'équinoxe de printemps, si tous les éléments se conjuguent. Belzius prit peur, et tous ceux qui l'écoutaient, c'est-à-dire les notables de chaque région et les riches commerçants, toute la bourgeoisie et la noblesse, furent tous retournés. Il existait sur Atlantide deux catégories d'humains, les psychés et les matérialistes. Les psychés dont je fais partie trouvaient leur force directement dans leur liaison avec l'éther spatial et avaient de nombreux pouvoirs sur la matière et les esprits. Les matérialistes, mus par leur mental très développé, savaient mettre en forme la matière et étaient capables de grandes inventions. Belzius était un matérialiste qui avait pouvoir sur les esprits. Alors les nantis de ces deux catégories s'unirent et décidèrent de quitter la Terre pour continuer ensemble leur vie, sans s'embarrasser des rayons qui pouvaient bientôt frapper la planète. Ils construisirent deux vaisseaux gigantesques. Un homme s'opposa à ce projet de façon vigoureuse. C'était Iave, le plus sage mais aussi le plus puissant, dont même Belzius avait peur. Iave disait que, s'il quittait Atlantide, les changements ne pourraient avoir lieu normalement. L'humanité devrait encore attendre une longue période et que beaucoup auraient à souffrir de cette attente, même ceux qui quitteraient la planète. Et déjà le peuple, celui qui ne pouvait embarquer, commençait à avoir peur et à se révolter. Je crois que, sans même qu'aucune planète ou étoile n'ait irradié Atlantide, la civilisation s'écroula en moins de temps qu'il n'en faut à une femme pour enfanter.
Mon frère Iave me confia toutefois que le plan astral prenait en compte ces facteurs. Mais venons-en au départ, car c'est à ce moment que mon frère se montra auprès de Belzius, plus menaçant encore. Alors, la veille du départ, l'empereur le fit venir au pied de son vaisseau avec sa femme et ses 2 enfants. Belzius lui dit: « Cher Iave, tu as par ton obstination poussé à la révolte tout mon peuple, et tout notre bel édifice atlantéen n'est plus qu'une ombre mourante. Je me réjouis tout de même, car je pars dans les heures prochaines, et n'ai pas l'intention de revenir sur cette planète. J'aurais pu te faire disparaître, mais j'ai un autre destin à te proposer. Je te fais don de mon empire. Je prends avec moi ta femme et tes 2 enfants. Si tu n'es pas d'accord, ils meurent sur le champ. Pour moi, ils seront l'assurance que tu n'essaieras pas de me rattraper dans l'univers. » À ces mots, mon frère est complètement pétrifié. J'interviens et propose à Belzius le marché suivant. « Mon cher empereur, je suis le frère de Iave, et je souhaite accompagner sa famille afin de veiller sur eux. » Belzius me répond: « Je suis d'accord, tu es plus raisonnable que ton frère, tu peux embarquer immédiatement. » Alors Iave répond: « Je n'ai pas le choix, mais Belzius, je fais une promesse à toi et à mes enfants. Un jour, vous viendrez chercher un enfant de la terre. Pour votre monde, ce sera la fin. » Puis se retournant vers sa famille, il leur dit: « Mes enfants, vous ne mourrez pas sans avoir revu votre monde natal. Je veille sur vous. Mon épouse, j'ai bien conscience de ton sacrifice. Restons ensemble dans nos cœurs. » Puis au tyran: « Belzius, je te pardonne par avance tes erreurs. » Belzius, étonné, lui demande: « Qu'est cette terre, Iave ? Atlantide n'est plus, et moi, Iave, aurais tôt fait de construire en 7 jours sur ces ruines une nouvelle planète, la Terre, une planète où les hommes auront un cœur, d'où pourra rayonner l'amour que vous ne possédez pas. Iave, tu me fais presque rire avec tes histoires. Je te prendrais bien comme bouffon pour nous amuser durant le voyage. Mais avant que nous partions, je t'accorde une dernière requête, si elle est raisonnable. J'ai juste pour mon frère un souvenir à lui remettre. » Iave s'approche de moi et me tend un objet, me disant à l'oreille: « Fais en sorte que cette clé revienne à l'homme que je vous enverrai. » Puis sans tarder, Belzius donna ordre au capitaine des 2 vaisseaux de décoller. Starker demande à Gaélide: « Vous voulez dire que vous avez presque 6500 ans? Comment est-ce possible? Pourquoi vous a-t-on abandonné sur cette planète? » « Exactement. J'ai maintenant en temps atlantéen l'âge de 6474 ans. Et ma petite Cléonis, si tu me permets. » Cléonis lui fait un petit sourire et reprend à sa place. « Je suis bien plus jeune que mon oncle, car j'ai 6427 ans. » Tous les regardent sans y croire. Cléonis paraissant juste être devenue femme. Mais Gaélide reprend la parole. « Ce qui s'est passé sur cette planète, je vais vous le raconter. Après que Belzius eut repéré l'astre, ils s'y installèrent. Belzius baptisa son nouveau monde du nom d'un de ses neveux, Képhren. Le temps que nous nous installions, cela se passa sans trop de problèmes, mais les psychés et les matérialistes ne se mélangèrent pas. Et il y eut bientôt 2 clans distincts. C'est là que la discorde apparut. Les psychés commençaient à avoir la nostalgie d'Atlantide, alors que les autres n'avaient qu'un but de conquête. Cela ne pouvait durer longtemps. C'est durant cette période que les psychés creusèrent cette pyramide, en pensant au monde parfait dont ils rêvaient. Vous avez pu voir les inscriptions qu'ils ont laissées à l'entrée. Dans celle-ci, un jour nous nous retrouvâmes à plus de 10 000 et ensemble, nous nous mîmes à prier de toutes nos forces. Jacques dit alors: « Cette prière a été entendue sur terre, car les pyramides ont pris forme il y a bien longtemps. Nous avons aussi Képhren, mais aussi Khéops en est le plus grand témoin. » Jacques: « Cela n'est pas un hasard.
Heureusement, Belgius n'a jamais su que nous avions construit cette pyramide, sinon il l'aurait détruite. C'est pour cela que nous l'avons creusée sous la montagne. Starker demande. Si vous regrettiez d'être parti, pourquoi n'êtes-vous pas rentré? Impossible. Belgius avait pris bien soin d'effacer toute trace de la position cosmique d'Atlantide, au cas où il prendrait à certains de vouloir rentrer. Mais voici le moment où la séparation fut obligée entre les deux groupes. Les psychés avaient un chef. Il s'appelait Aménis. Celui-ci retrouva Belgius et ils convinrent que chaque groupe partirait à travers l'espace pour y créer sa civilisation. Ils décidèrent de baptiser chacun leur civilisation ainsi. Belgius nomma son peuple Golok. Aménis choisit Lunis, le nom de l'épouse de Iave. Hélas, Belgius mit quelques conditions. D'abord, nul ne resterait sur cette planète. Ensuite, afin de s'assurer que les psychés ne contrarieraient pas ses plans, il exigea qu'Aménis lui livre les 12 femmes et les 12 hommes dont la force était la plus grande. Cela fut fait. Je ne sais dans quel but. Avait-il un plan? J'ai voulu m'opposer à cela, mais cette seule intervention fut le prétexte pour Belgius de me condamner à rester en exil sur cette planète. Devant la mère de Cléonis, qu'il prit par le bras, il me dit « Ton frère n'est plus là pour me contrarier, toi encore moins. Tu resteras ici avec la fille de Iave, car j'ai l'intention de prendre pour épouse sa femme, et je prends aussi le fils. » Me montrant Cléonis, il ajouta « Cette future femme pourra à toi aussi te tenir compagnie. » Lunis, la femme de Iave, s'effondra en larmes, mais elle était désormais prisonnière de ce tyran. Aménis m'emmena avec Cléonis en secret dans la pyramide, me montra ce caisson que j'ai derrière moi, et il me dit « Je suis désolé de ne pouvoir au moins t'emmener avec nous, mais j'ai fait installer ce caisson cryogénique afin que l'enfant n'ait pas le temps de se sentir abandonné et que sa mère lui manque le moins possible. » Je lui répondis « Je te remercie, Aménis. Nous allons nous y installer, mais avant, j'ai quelque chose à te remettre de la part de mon frère, car je ne suis pas certain de pouvoir exécuter la mission qu'il m'a confiée. Prends cette clé dont je ne connais pas l'origine. Veille à ce qu'elle soit remise un jour à l'homme de la terre qui viendra nous libérer. » Nous nous installâmes confortablement dans le caisson. Je le mis en marche. Il nous fallut 3 secondes pour nous endormir. Lorsque le caisson se mit en réveil, l'horloge nous indiquait que nous avions dormi 6404 ans. Il y a maintenant 17 ans que nous sommes sortis. Vous êtes les premiers hommes que nous voyons, mais depuis plusieurs jours je sentais votre arrivée. Maintenant, nous voici réunis et me voici rassuré. Je vais pouvoir enfin me reposer. Jacques est étourdi de découvrir une nouvelle vérité sur sa planète. Mais, pensant à leur mission, il demande à Gaélide. « Sais-tu ce qu'est la graine d'étoile ?»« Je ne sais pas. Il vous appartient de le découvrir. Vous allez partir tous les 4, oui, Cléonis. Tu dois aussi me quitter. Vous devez maintenant fuir, car je sens que bon nombre d'hommes sont à votre recherche dans les environs. Fuyez maintenant. La vie a tracé votre destin. Laissez-moi ici. Partez tout de suite. » Cléonis s'approche tout contre Gaélide, qui la prend dans ses bras. La serrant très fort, il lui dit « Je serai sans cesse avec vous. Au revoir, Cléonis. » Elle laisse échapper. « Nous reviendrons, dès que nous pourrons. »« Vous ne reviendrez plus sur Képhren, dit Gaélide. Partez, que la vie vous garde. » Tous les 4 se dirigent à l'extérieur, laissant le vieux Gaélide seul dans la pyramide. Aqualus pense que peut-être Gaélide sent sa fin proche et qu'il souhaite pouvoir demeurer dans la pyramide. Lorsqu'ils arrivent à la ferme, Aqualus demande à tous de rassembler suffisamment de vivres à emporter dans le vaisseau. L'Espérance traverse le ciel lentement, arrive au-dessus de la ferme, se pose au centre. Aqualus l'a amené, piloté par la pensée. Tous maintenant s'occupent à stocker le chargement dans la soute. Tout est prêt maintenant. L'étoile va bientôt se coucher. Cléonis est assise sur une pierre et est entourée de petits animaux. Aqualus approche d'elle. « Viens, Cléonis, nous sommes prêts à partir. » Quelques larmes coulent des yeux de la jeune fille.
J'ai toujours su qu'un jour je devrais partir. Mon oncle m'y avait préparé depuis longtemps. J'ai toujours attendu ce moment, je l'ai même espéré. Mais maintenant qu'il est arrivé, mon cœur est triste de quitter mon oncle, ma planète, mes amis qui autour de moi sont venus me dire au revoir. Y a-t-il d'autres humains qui vivent sur cette planète? Nous sommes seuls, comme vous l'a dit mon oncle. Alors partons pour respecter son vœu. Prends toutes les affaires qu'il te plaira d'emporter, même tes amis si tu veux. Kephren est la planète mère de mes amis. Il préfère rester ici, mais mon oncle, bien avant votre venue, m'a donné un vieux livre qu'il gardait déjà de ma mère. Ce sera mon seul bagage. Avez-vous des vêtements pour moi? Je crois que tu trouveras ce qu'il faut dans le vaisseau. Je ne veux rien emporter de mon passé. Starker les interrompt. Je suis désolé, mais nous devons partir sans tarder, car nos radars indiquent une activité anormale dans le périmètre de Kephren. Qu'est-ce que ça peut être? Demande Aqualus. Ça ressemble à des vaisseaux spatiaux. Alors vite, regagnons la navette, partons. Aqualus emmène Cléonis dans le vaisseau. Jacques ferme le sas. Starker décolle immédiatement. L'ascension se fait rapidement. Cléonis et Aqualus suivent sur l'écran de contrôle des scintillements lumineux apparaissant sur la surface de la planète. Kephren est bombardé par des lasers longue portée des vaisseaux ennemis. Aqualus serre fort la main de Cléonis, qui regarde ce spectacle désolant. Et bientôt, la planète s'embrase en entier et disparaît subitement, comme n'ayant jamais existé. Pas une larme ne coule des yeux de Cléonis, qui dit « Il en est fait de Kephren. Tout son passé repose sur mes épaules maintenant. » Puis elle ferme les yeux. Aqualus éteint l'écran et dit « Starker, sommes-nous repérés? Oui, je crois. 2 vaisseaux s'approchent de nous. Alors engagez la propulsion sidérale, vite. C'est risqué, nous sommes trop près de l'étoile. Tant pis, foncez, pour aller où, n'importe où, foncez, tout droit. » La propulsion est enclenchée, au moment où un terrible rayon traverse l'espace dans leur direction. Mais déjà le vaisseau a disparu. Les Goloks aussi connaissent Kephren et Belgius y a dépêché une flotte entière, car la légende de cette planète a aussi suivi la famille du tyran au cours des siècles. Starker dit à Aqualus, « Il faut brouiller nos traces, changer de cap 2 ou 3 fois de suite immédiatement. Je suppose que les Goloks sont à notre poursuite. » La manœuvre est terrible, enfin terminée. Tout le monde quitte son siège. Le vaisseau est sans dessus-dessous, car tout ce qui n'était pas fixé a été projeté dans tout l'appareil. « Si nous sommes sortis d'affaire pour l'instant, je vais remettre de l'ordre, » dit Jacques. « Suis-moi, Cléonis, je t'emmène dans ma cabine. Tu trouveras de quoi te changer, » dit Aqualus. C'est une petite cabine, mais 2 lits confortables y sont installés. Ici, c'est ta couchette. Si tu veux rester seul, je m'organiserai avec Jacques et Starker, sinon, nous pourrons la partager. Seul le cabinet de toilette est commun pour nous tous. C'est un peu étroit, nous n'avons que 3 cabines. Cela va aller, ne t'inquiète pas pour moi, je préfère partager cette petite chambre avec toi. Je ne veux pas rester seul. Mais si tu me permets, je vais aller me rafraîchir sous la douche et me changer. Aqualus l'embrasse. Nous t'aimons tous, Cléonis. Jacques et Starker sont en train de réparer les quelques dégâts. Aqualus les rejoint. Venez voir, Aqualus, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant, dit Starker. Jacques et Aqualus s'approchent. Qu'y a-t-il, Starker? Regardez, nous nous dirigeons tout droit vers la constellation du Crabe, précisément sur cette étoile. Il indique un point sur sa carte. Je connais ce système stellaire. Je me suis posé plusieurs fois sur cette planète habitée qui est occupée par des lunis indépendants et vivant en autarcie depuis quelques siècles. Le climat y est doux. Ils vivent au bord des océans qui leur procurent tout ce dont ils ont besoin. Cette planète est comme une station balnéaire. Les habitants y sont accueillants et prospères. Nous serons les bienvenus. Merci pour ces vacances, Starker, mais je me demande ce que pourra nous apporter ce monde pour notre mission. Mais Aqualus, dit Jacques, combien de temps tiendrons-nous si nous ne pouvons pas faire une pause? Pensez à Cléonis, et puis vous et moi avons été soumis à rude épreuve. Cette étape nous permettra de faire un point. J'ai l'impression que plus nous avançons, plus nous enfonçons dans l'ignorance. Au début nous avions un but, maintenant nous sommes des fuyards. Et qu'avons-nous appris sur Kephren qui puisse nous faire changer l'humanité? Jacques,
Vous me décevez. Qu'est-ce qui peut vous faire dire que nous n'avons rien appris avec Galide? Qu'est-ce qui peut vous faire dire que nous n'avons plus de but? Bien au contraire, je peux vous dire que si la moitié de l'humanité nous recherche, c'est bien parce que nous représentons un danger réel pour elle. Et puis, moi, en tant que Lunis, j'ai appris aujourd'hui tout ce que mon peuple ignore depuis longtemps. Nous connaissons nos racines maintenant. Vous et moi sommes frères de sang. Vous avez toujours vécu sur Terre et n'avez pas été déracinés comme mes semblables. Vous ne pouvez pas oublier tout cela. Et maintenant, j'ai perdu tous les fondements de ma race et découvre qu'il y a un autre monde qui nous attend depuis longtemps. Pardon, Aquarius, mais moi, je n'ai pas la tête à penser à tous ces mouvements planétaires et aux racines de notre vie. Je me suis jamais posé de questions avant de vous rencontrer. Justement, cette graine d'étoile vous tend une perche, prenez-la. Aquarius les regarde dans un instant de silence. Puis, comme vaincu, elle leur dit « Bref, allons sur cette planète, puisqu'il en est ainsi. » « Comment s'appelle-t-elle, Starker ?»« Elle se nomme Elvie. »« Bien. Alors, cap sur Elvie. » Cléonis entre dans la cabine, vêtu d'un pantalon bleu et d'une chemise noire. « Mais qu'as-tu fait à tes magnifiques cheveux ?» demande Aquarius. « Je les ai coupés pour être plus en harmonie avec vous tous. » En effet, ses cheveux lui recouvrent juste la moitié des oreilles. « Cela te va bien, remarque Starker. »« Starker a raison, dit Aquarius. Mais pour ma part, je les coupe très courts parce que mes cheveux de femme sont récepteurs d'énergie. Dans mon cas, je suis trop réceptrice. C'est uniquement pour cela que je les porte aussi courts. De toute façon, j'avais envie de changer. La petite Cléonis est restée sur Képhren avec son oncle. Ainsi, les ponts sont définitivement coupés avec le passé. Après un repas, tout le monde va se coucher.